Lorraine a souri en le disant. L'odeur écœurante et sucrée des fleurs d'oranger flottait lourdement dans l'air, mais en dessous, je pouvais sentir la graisse et la chaleur émanant des portes battantes en métal, juste derrière la table qui m'était assignée. Un lourd silence s'abattit sur notre coin du conservatoire Hawthorne. Le tintement poli des verres en cristal cessa complètement. Je fixais le lourd carton posé sur le limbon marché de la table de débordement. Mon nom, Alison Mercer, était écrit en calligraphie. C'était net, fraîchement découpé, et l'encre était encore légèrement collante. Ce n'était pas une erreur. Ma mère se pencha près de moi, ses doigts manucurés s'enfoncèrent dans mon avant-bras. « Fais juste ça pour ta sœur, Alison, » murmura-t-elle, sa voix tendue de cet avertissement familier, « ne fais pas de scène. » À côté de Lorraine, Caleb changea de poids. Le marié tira sur son col et regarda n'importe où sauf vers moi. « Gardons simplement les choses au calme, » marmonna-t-il, essayant d'apaiser la tension. Je les regardais tous les trois. À 38 ans, j'étais la fondatrice et directrice exécutive du centre familial Havenhouse. J'avais passé 12 ans à bâtir une organisation pour abriter les personnes en crise, mais à cet instant précis, debout dans un lieu financé par des fonds que j'avais personnellement levés, ma famille s'attendait à ce que je cède. Ils s'attendaient à l'Alison qui avait dormi sur un fauteuil d'hôpital en vinyle pendant 3 semaines quand maman était malade. Ils voulaient la sœur qui avait quitté un entretien d'embauche final il y a 8 ans, juste pour sortir Lorraine d'un procès pour dette de carte de crédit. Je plongeai la main dans mon sac et sortis mon téléphone. Sans dire un mot, j'ai ouvert l'appareil photo. J'ai pris une photo du carton de placement fraîchement imprimé. J'ai reculé et pris une autre photo du plan de table près de l'entrée de service, puis un plan large des portes de la cuisine, maintenue ouverte derrière la chaise qui m'était assignée. Lorraine laissa échapper un rire sec et théâtral. « Bien sûr, tu as besoin de preuves. Tu ne peux pas simplement être normal pour une soirée. » J'ai baissé mon téléphone et croisé le regard de ma sœur. Seulement quand les gens prévoient de nier ce qu'ils ont fait. Son sourire vacilla une fraction de seconde, avant que le sentiment que tout lui était dû ne revienne en force. « Tu n'es que dans l'opérationnel, de toute façon, » ricana Lorraine, en faisant un geste de la main vers le personnel de restauration. « Aujourd'hui, c'est mon moment de lancement. Il s'agit de moi. » J'ai hoché lentement la tête. Le lourd nœud d'obligation qui avait vécu dans ma poitrine pendant plus d'une décennie s'est enfin dissous. Merci de l'avoir enfin dit, là où tout le monde pouvait l'entendre. J'ai posé le carton de placement face contre la table. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas exigé d'excuses. J'ai simplement tourné le dos à la mariée, au marié et à ma mère, et j'ai commencé à marcher vers la sortie du conservatoire. Le quatuor à cordes se dépêcha de recommencer à jouer. Les notes vives et nerveuses d'une reprise pop classique résonnèrent contre le plafond de verre, alors que je poussais les lourdes portes doubles pour entrer dans le couloir principal. L'air frais d'une soirée d'octobre me frappa le visage, dissipant l'odeur suffocante des arrangements floraux. Lorraine pensait m'avoir privé de ma place. Elle n'avait aucune idée de ce que je transportais dans mon fourre-tout en cuir. Bien rangée dans une poche intérieure se trouvait une lettre scellée pour le conseil d'administration. À côté, un courriel de confirmation d'un auditeur indépendant, dont l'arrivée était prévue dans les bureaux de Havenhouse à 8 heures, le lundi matin. Et tout au fond reposait une clé en laiton, celle d'une maison de ville que j'avais achetée 6 mois auparavant, avec l'argent d'une entreprise de conseil dont ma famille ignorait même l'existence. Je n'avais pas besoin de leur table. J'avais déjà construit ma propre maison. J'étais à mi-chemin dans le couloir quand un bruit fort et sec m'arrêta. C'était le son d'une lourde chaise en bois raclant durement le sol de la salle de bal. Je fis une pause, m'attendant au bruit de pas étouffé de quelqu'un se dirigeant discrètement vers les toilettes pour éviter le malaise. Mais les pas ne vinrent pas. Au lieu de cela, une voix retentit, claire et ferme, perçant la musique. C'était Monica. Je l'avais aidée à trouver un logement sûr et un emploi alors qu'elle avait 2 tout petits et $30 en poche. Maintenant, elle se tenait debout, à une table près du centre de la pièce. « Si elle n'est pas de la vraie famille, » dit Monica, sa voix portant jusqu'au couloir, alors moi non plus. Avant que Lorraine ne puisse répondre, une autre chaise racla contre le bois. Puis une autre.
La lourde porte vitrée s'ouvrit en poussant, coupant la musique frénétique des cordes de la salle de bal. Monica sortit dans la nuit fraîche d'octobre. Elle n'hésita pas. La femme marcha droit vers moi et m'enlaça fermement les épaules. Je sentis le tissu raide et bon marché de sa robe de location se presser contre ma clavicule. Il y a un an, j'étais assise avec elle dans un tribunal municipal, pendant qu'elle se battait pour une ordonnance de protection. Ce soir, elle était la première personne à prendre ma défense. Je reculai doucement et lui dis qu'elle n'avait pas besoin de quitter son dîner pour moi. Je savais combien d'efforts elle avait déployés pour trouver une baby-sitter, juste pour assister à cet événement. Monica secoua la tête, ses yeux sombres étaient parfaitement clairs. « Je ne pars pas parce que tu l'as demandé, » dit-elle, sa voix portant une certitude inébranlable. « Je pars parce qu'elle nous a montré qui elle est. » Un autre raclement de bois contre le parquet résonna de l'intérieur du conservatoire. Celui-ci était plus fort, suivi immédiatement d'un deuxième, puis d'un troisième. Je me tournai vers la paroi de verre séparant le couloir de la salle à manger. Le mouvement à l'intérieur n'était pas synchronisé. Les gens ne se sont pas levés en une vague dramatique et répétée. Au contraire, la prise de conscience sembla se former sur les bords de la pièce, avant de se propager vers l'intérieur. À la table 12, un membre du personnel de longue date nommé Robert posa soigneusement sa serviette en tissu à côté de son assiette. Il avait dirigé notre banque alimentaire pendant 8 ans. Il repoussa sa chaise, tapota l'épaule de son mari et se dirigea vers la sortie. 2 tables plus loin, un père dont Avenhaus avait couvert le loyer pendant un hiver brutal, rassembla simplement sa femme et son fils adolescent. Ils ne dirent pas un mot à personne. Ils sont juste partis. L'exode créa un vide que les invités restants eurent du mal à comprendre. Aux tables les plus proches de l'avant, la confusion se mua rapidement en suspicion. Un donateur d'entreprise majeure, un homme qui avait signé un chèque de 20 000 $ le mois dernier, se pencha par-dessus l'allée pour interroger ma sœur. Il montra du doigt le siège vide près de la cuisine, demandant clairement si j'étais vraiment une simple assistante administrative, comme la mariée l'avait prétendu. Lorraine força un sourire éclatant, terriblement crispé. Je ne pouvais pas entendre ses mots exacts à travers le verre épais, mais ses gestes de la main exagérés racontaient toute l'histoire. Elle agita ses doigts, rejeta ses cheveux en arrière et rit à gorge déployée. La mariée essayait de faire passer le désastre pour un malentendu familial excentrique. Le donateur ne sourit pas en retour. Il prit son manteau. La panique atteignit enfin la table d'honneur. Caleb se tenait rigidement à côté de sa nouvelle femme. Sa mère, une femme imposante vêtue d'une robe argentée, se pencha par-dessus la composition florale. Elle pointa un doigt manucuré directement vers les portes de la cuisine. Sa bouche bougeait en syllabes sèches et saccadées, exigeant de savoir pourquoi un événement d'appréciation de la communauté humiliait publiquement la fondatrice de l'organisation. Lorraine fit des gestes frénétiques dans ma direction, essayant clairement de rejeter la faute sur moi. Caleb baissa les yeux sur sa mariée. Sa posture devint complètement raide, et il fit un demi-pas en arrière, s'éloignant d'elle. Puis, Nadia fit son entrée. Notre présidente du conseil d'administration était une experte comptable à la retraite. Elle n'élevait jamais la voix et n'agissait jamais sans peser les conséquences. Nadia se leva lentement. Elle posa sa serviette sur la table et lissa le devant de sa robe. Quand elle parla, sa voix trancha nettement à travers les murmures persistants, assez fort pour passer à travers les portes entr'ouvertes du couloir. Ce n'est plus une affaire de famille, quand vous utilisez le nom d'une organisation caritative pour financer votre fête. Nadia se tourna et sortit. Cette déclaration brisa la dernière digue. Les gens commencèrent à se déverser dans le couloir et la cour au-delà. Des dizaines d'invités déambulaient autour des manucurés, sous les lumières du patio. Quelques jeunes participants sortirent leur téléphone pour enregistrer le chaos. J'avançai immédiatement, en levant les mains. Je remerciais tout le monde pour leur soutien, mais je leur demandais fermement de ranger leurs appareils photo. Beaucoup de ces familles avaient fui des situations terribles. Elles avaient besoin d'anonymat, et leurs visages n'avaient pas leur place sur Internet, en tant que dommages collatéraux d'un conflit familial meurcé. Les lourdes portes du conservatoire s'ouvrirent brusquement.
Lorraine sortit d'un pas décidé dans l'air frais, la traîne de sa robe blanche traînant lourdement sur le chemin en béton, ramassant au passage des feuilles mortes et de la saleté. Elle ignora la foule murmurante et marcha droit vers moi. Son sourire de mariée répété avait complètement disparu, remplacé par une grimace crispée et furieuse. « Tu dois retourner à l'intérieur et arranger ça, tout de suite », exigea Lorraine, sa voix stridente, vibrant d'une indignation sincère. Je regardais la femme que j'avais protégée depuis la mort de notre père. Je vis l'attente familière dans ses yeux. Elle croyait sincèrement que j'allais m'excuser auprès de la foule, prétendre que c'était une blague, et faire rentrer tout le monde à leurs sièges assignés. Elle avait besoin que je joue mon rôle. J'ai passé 12 ans à réparer ce que tu cassais, lui dis-je, en gardant un ton parfaitement calme. Ça s'est terminé ce soir. Lorraine me dévisagea, comme si le sol venait de s'ouvrir entre nous. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle se retourna et fit face à la cour, espérant que les invités se rallieraient à la mariée en larmes. Personne ne bougea vers elle. À l'intérieur de la salle de bal, l'infrastructure du mariage s'effondrait discrètement. Le personnel de restauration avait cessé de servir le vin. Plusieurs serveurs étaient regroupés près des portes de la cuisine, attendant que le responsable du lieu confirme qui payait réellement pour la côte de bœuf. Un groupe d'amis d'université de Lorraine chuchotait frénétiquement près du vestiaire, avant de s'éclipser par une sortie latérale, désespérés d'éviter le scandale qui se préparait. Les parents de Caleb sortirent ensemble du hall principal, leurs visages pâles et sombres. Ils prirent leur fils par le bras et le tirèrent dans une suite nuptiale privée au bout du couloir, fermant fermement la porte derrière eux. La salle de bal était vide d'invités. Ma sœur se tenait complètement seule, au centre de l'immense pièce. Elle était entourée de 148 assiettes intactes et de dizaines d'arrangements de fleurs d'oranger en train de faner. Lorraine tourna sur elle-même en un cercle lent, ses mains agrippant le lourd tissu de satin de sa robe. « Où allez-vous tous » cria-t-elle. Le son brut et désespéré résonna contre les hauts plafonds de verre. Dehors, dans la cour, plusieurs flashs d'appareils photo crépitèrent simultanément. Les gens ne filmaient plus les bénéficiaires. Ils enregistraient la mariée, exigeant une audience d'une salle vide. Nadia s'approcha pour se tenir à mes côtés dans le couloir. La présidente du conseil ne prit même pas la peine de regarder le spectacle qui se déroulait de l'autre côté de la vitre. Elle regarda simplement son téléphone. L'écran projetait une lueur bleu pâle sur son visage. « Allison » dit Nadia calmement, son attitude professionnelle parfaitement intacte. « Nous venons de recevoir une alerte automatisée du serveur. » Elle inclina l'appareil pour que je puisse lire la notification. Le texte confirmait que le compte administratif de Lorraine venait de tenter de supprimer définitivement un répertoire. Le système avait bloqué l'action en raison de la conservation légale que nous avions mise en place 10 jours auparavant. Je me concentrais sur le nom spécifique du chemin de fichier protégé. Il était intitulé « Lancement de la Fondation Mercé ». Je relevai les yeux vers Nadia. L'air frais de la nuit me parut soudain très vif contre ma peau. Ce dossier, dis-je, n'existait pas hier. L'effondrement du mariage de ma sœur n'a pas réellement commencé dans cette salle de bal humide du conservatoire. La fondation s'était fissurée 6 mois plus tôt, un mardi après-midi froid, alors que la pluie battait lourdement contre la fenêtre de mon bureau à Havenhouse. Mon téléphone vibra contre le bureau en bois, assez fort pour faire trembler un pot de stylo. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de ma mère. Je répondis, m'attendant à une question sur les plans pour le dîner, mais Debra ne demanda pas comment s'était passée ma journée. La femme se lança simplement dans une explication frénétique et haletante sur un budget d'événements qui explosait. Une facture de carte de crédit coûteuse était soudainement due. Le traiteur exigeait un acompte plus important, et le créateur de la robe sur mesure menaçait d'annuler une commande. Maman s'attendait à ce que j'ouvre mon portefeuille et règle le déficit, comme je l'avais toujours fait chaque fois que l'enfant prodige dépassait les bornes. J'ai arrêté de payer les dépenses qui ne sont pas les miennes il y a 6 mois, dis-je, en gardant les yeux fixés sur la feuille de calcul financier trimestriel qui brillait sur mon moniteur. Un silence total pesa sur la ligne pendant 3 longues secondes. Puis, la matriarche de la famille Mercé inspira brusquement, de manière théâtrale.
Elle lança que ma sœur subissait un stress énorme et avait besoin de soutien. Sa voix tremblait d'une déception fabriquée, alors qu'elle me traitait d'incroyablement égoïste. Je n'ai pas argumenté ni tenté de défendre mon caractère. J'ai simplement mis fin à l'appel et posé l'appareil face contre le bureau, sentant le boîtier métallique froid contre ma paume. Ce soir-là, je ne suis pas retournée au petit appartement que ma famille croyait que je louais encore. J'ai conduit vers l'est de Columbus, je me suis engagée dans une rue de banlieue calme bordée de chênes matures, et j'ai déverrouillé la porte d'entrée d'une petite maison de ville en briques. Jusqu'à ce que Lorraine consulte les registres de propriété publique, personne de ma lignée ne connaissait l'adresse. Ma mère ne possédait pas de double des clés, et Lorraine n'avait jamais mis les pieds dans le couloir. Le salon était encore à moitié vide, ne contenant qu'un canapé gris confortable, un bureau en chêne robuste, et un pot de peinture bleu non ouvert posé près des plaintes. Je suis entrée dans la cuisine étroite, j'ai versé un verre d'eau froide du robinet, et j'ai senti un profond sentiment de soulagement m'envahir. Ce n'était pas un immense manoir secret financé par une manne soudaine. Le placo-plâtre était légèrement inégal, et la plomberie bourdonnait parfois lorsque le chauffage se mettait en marche, mais j'avais acheté la propriété entièrement par moi-même, en constituant soigneusement l'acompte sur 2 ans d'une discipline acharnée. Je me suis assise à mon bureau et j'ai transféré une partie fixe de mon salaire hebdomadaire sur un compte d'épargne d'urgence. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour mener une réunion avec mon tout premier client en conseil. Opérant sous le nom de Mercer Community System, j'aidais une autre organisation caritative locale à auditer leur protocole de confidentialité des données. Lorraine s'était toujours moquée de mon obsession pour la conformité, riant de ce qu'elle appelait « de la paperasse ennuyeuse pour des gens invisibles ». Pourtant, cette même paperasse finançait discrètement ma fuite, me permettant de construire un filet de sécurité qui ne dépendait pas de l'approbation familiale. Pendant longtemps, j'avais sincèrement cru qu'avaler ma propre ambition était le prix nécessaire à payer pour avoir une place à notre table familiale. Je me souviens avoir manqué un séminaire spécialisé en gestion d'organismes à but non lucratif à Chicago, parce que maman avait subi une grave crise de panique, me laissant dormir sur un fauteuil d'hôpital en vinyle rigide pendant 3 nuits. Je me souviens clairement avoir vidé mon maigre compte d'épargne pour couvrir le loyer en retard de Lorraine, debout dans un bureau de location vivement éclairé pour m'excuser auprès d'un gestionnaire immobilier en colère, pendant que ma sœur attendait confortablement dans sa voiture. Après chaque crise fabriquée, Debra me tapotait le bras et déclarait que « la famille prend toujours soin des siens ». Pendant ce temps, ma sœur cadette ne m'a jamais dit merci une seule fois. Le soir où j'ai signé les papiers de clôture de la maison de ville, j'avais pris un stylo noir et écrit une seule phrase sur la première page d'un carnet neuf, « Aider est un choix, mais être utilisé ne l'est pas ». L'épreuve ultime de cette nouvelle limite est arrivée 3 mois avant l'envoi des invitations de mariage. Jasmine, notre méticuleuse coordinatrice des opérations, frappa doucement et entra dans mon bureau. Elle posa une facture fraîchement imprimée, carrément au centre de mon bureau. Le papier épais semblait inhabituellement rigide sous mes doigts. Jasmine pointa silencieusement une charge d'exactement $4,800. Le fournisseur était listé comme un fleuriste de boutique coûteux situé en centre-ville, et le code de facturation interne indiquait simplement « Engagement floral donateur ». Ma mâchoire se serra immédiatement. Je reconnus le nom distinct de cette boutique de fleurs. 3 jours plus tôt, Lorraine avait posté une photo brillante de cette même boutique, alors qu'elle essayait des échantillons de voile en soie importés. Je n'ai pas immédiatement marché dans le couloir pour accuser la directrice des partenariats communautaires de détournement de fonds. Les disputes ne donnaient aux personnes manipulatrices qu'une chance de jouer les victimes. Au lieu de cela, j'ai rendu le papier à Jasmine et lui ai demandé de récupérer le fichier numérique original, l'historique complet du code de l'événement, et le calendrier de paiement proposé sur le serveur. Nous avions besoin de données brutes et vérifiables avant de tirer des conclusions. 10 minutes plus tard, le document numérique original brillait sur mon écran. J'ai utilisé ma souris pour zoomer sur le coin inférieur droit de la page. Niché discrètement sous un rendu aquarelle flou d'une arche florale, se trouvait un délicat monogramme entrelacé. Un L orné et un C cursif étaient enroulés autour d'une date spécifique de samedi en octobre.
Le nom du fichier sur notre serveur interne était « Banquet de sensibilisation communautaire », mais les métadonnées électroniques sous-jacentes racontaient une histoire complètement différente. Les propriétés cachées de l'auteur listaient clairement le titre du projet comme « Le mariage de Lorraine et Caleb ». La porte de mon bureau se referma en un clic. Jasmine se tenait juste à l'intérieur de la pièce, tenant 2 autres feuilles imprimées contre sa poitrine. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle avançait. La jeune femme plaça les documents à côté de mon clavier, sans dire un mot. Il s'agissait de 2 factures supplémentaires provenant du même fleuriste. Chaque charge oscillait à quelques centaines de dollars en dessous du seuil de 5 000 $. Selon les règles fondamentales de Havenhouse, toute dépense unique de plus de 5 000 $ déclenchait un examen automatique par le conseil d'administration, nécessitant 2 signatures de cadre au lieu d'une. Je fixai les 3 feuilles de papier alignées sur mon bureau, regardant la stratégie financière de ma sœur se dessiner avec une clarté dévastatrice. Elle n'a pas fait une erreur, dis-je doucement, en tapotant mon index contre la dernière facture fabriquée. Elle a appris la limite. Jasmine et moi avons passé les 3 heures suivantes à transformer le sol de mon bureau en une carte de fraude en papier. Nous avons codé par couleur les historiques des fournisseurs imprimés avec des surligneurs, regroupant les frais par type et par code d'événement. L'encre jaune marquait l'équipe de vidéographie, le bleu couvrait les sacs cadeaux personnalisés, le vert mettait en évidence les frais de location de la salle de bal. Chaque catégorie contenait plusieurs factures, découpées nettement en dessous du seuil d'examen de 5 000 $, et toutes partageaient la même classification de « sensibilisation des donateurs ». Je regardais le patchwork lumineux de papier s'étalant sur le tapis. La partie vraiment terrifiante n'était pas l'argent que nous pouvions facilement suivre. C'était l'argent que nous ne pouvions pas voir, car plusieurs engagements massifs de fournisseurs resteraient probablement non facturés jusqu'à la fin de l'événement. Je ne suis pas allée dans le couloir pour confronter ma sœur. Au lieu de cela, j'ai rangé les dossiers dans une mallette sécurisée et j'ai retrouvé Nadia dans un petit café, à 10 pâtés de maison du campus de Havenhouse. L'odeur de grains de café torréfiés et de manteaux de laine humide emplissait l'espace exigu. J'ai fait glisser la carte des transactions sur la table en bois rayé, expliquant soigneusement quels points de données étaient des faits vérifiés et quels éléments restaient des théories éclairées. La présidente du conseil n'a pas halté ni exprimé d'indignation dramatique. Elle a simplement ajusté ses lunettes, lu les lignes surlignées et a pris une lente gorgée de sa tasse en céramique. Nadia m'a explicitement ordonné de ne pas fouiller dans les courriels personnels de ma sœur ni d'initier de confrontation directe. Nous devions d'abord protéger l'organisation. Assise dans ce café bruyant, elle a autorisé une conservation légale silencieuse de toutes les données du serveur interne. Puis, elle a officiellement programmé un audit d'entreprise indépendant, qui devait commencer le lundi suivant immédiatement le mariage. La nécessité d'un protocole strict est devenue douloureusement claire l'après-midi même. Je passais devant le bureau de la réception quand Olivia est arrivée. L'organisatrice de mariage professionnel portait un épais classeur en cuir, serré contre sa poitrine, et elle sentait fort un parfum floral coûteux. Quand je lui ai poliment demandé si elle avait besoin d'aide pour localiser les dossiers de la réception des donateurs, ses yeux se sont dirigés vers la cage d'ascenseur. Olivia a changé de poids, a offert une excuse vague sur la révision de la logistique de restauration, et s'est hâtée dans le couloir. J'ai regardé la femme disparaître au coin. Je ne l'ai pas suivie ni tenté de jeter un coup d'œil au classeur. Je suis simplement retournée à mon bureau et j'ai documenté la brève rencontre dans un journal sécurisé, sachant que son évasion nerveuse signifiait que d'autres mines financières étaient cachées dans ces pages. Lorraine n'a pas agi comme une personne au bord d'une enquête d'entreprise. Plus tard cette semaine-là, ma sœur est entrée dans mon bureau en tenant un dossier de présentation brillant. Debra marchait juste derrière elle, portant une tasse de thé et une expression familière de pression maternelle. Lorraine laissa tomber le dossier directement sur mon clavier. À l'intérieur se trouvaient les plans de marque de la fondation de la famille Mercé, avec un calendrier de lancement prévu pour le soir du mariage. Nichée derrière les conceptions de logos se trouvait une lettre de vérification formelle. Le document déclarait faussement que nous avions fondé Havenhouse ensemble, en tant que partenaires égaux. Ma mère posa sa main sur mon épaule, pressant doucement les muscles tendus.
Elle suggéra que je ne devrais pas être mesquine pour un simple titre honorifique, insistant sur le fait que partager le crédit aurait l'air merveilleux pour les riches donateurs. Je n'ai pas élevé la voix ni argumenté sur les 12 dernières années de ma vie. J'ai calmement pris un stylo rouge, j'ai entouré les chronologies fabriquées sur le document, et j'ai rendu les papiers de l'autre côté du bureau. Puis, j'ai ouvert mon client de messagerie, j'ai tapé un court message indiquant que je ne signerais jamais une déclaration que je savais fausse, et j'ai cliqué sur envoyer. Dans ce même fil de discussion, j'ai formellement transféré tous les pouvoirs d'approbation de sensibilisation à Nadia pour le reste du trimestre fiscal. Lorraine arracha le dossier du bureau. Son sourire étudié s'évapora, laissant derrière lui un regard froid et plat. Elle m'avertit que j'allais profondément regretter d'avoir embarrassé mon propre sang devant la famille Warren. La véritable profondeur de cette menace ne s'est révélée que le lendemain matin. Jasmine effectuait une sauvegarde de routine des comptes administratifs. Lorraine avait négligemment laissé sa tablette Avenhouse synchronisée avec ses messages personnels, une erreur courante que Nadia avait spécifiquement demandé à notre département technique de collecter dans le cadre de la conservation légale active. Un aperçu de notification capturée est apparu sur le moniteur administratif juste au moment où j'entrais dans la salle des serveurs. C'était un message que Lorraine avait envoyé directement à notre mère. Le texte ne mentionnait pas la fondation ni l'audit imminent. Il exposait simplement les termes exacts de ma punition. L'écran brillait dans la pièce sombre, affichant les mots crus, « Si elle ne veut pas me donner le titre, elle n'aura pas de place à la table familiale ». Je suis resté complètement immobile, écoutant le faible bourdonnement des ventilateurs de refroidissement du serveur. Le plan de table de la cuisine n'allait pas être une erreur de dernière minute ou une erreur de traiteur. Lorraine avait planifié l'humiliation publique comme une expulsion délibérée et calculée. J'ai fouillé dans ma poche et sorti mon téléphone. Il a vibré une fois contre ma paume. Un nouveau message de Debra est apparu sur mon écran de verrouillage, m'ordonnant de porter quelque chose de simple et exigeant que je n'attire pas l'attention loin de la mariée. 2 jours avant la cérémonie, mon ordinateur portable a sonné avec un courriel du département d'État des services à la famille. Le document numérique joint contenait une offre formelle pour un poste de directrice régionale. Le salaire imprimé sur la 2e page était substantiel, facilement suffisant pour remplacer mon revenu actuel, et le rôle offrait une sortie propre et immédiate du désordre chaotique que ma sœur était en train de créer. J'ai lu le contrat 2 fois, sentant le verre lisse du pavé tactile sous mes doigts, mais je n'ai pas tapé ma signature électronique. L'audit indépendant devait encore suivre son cours. Si je partais maintenant, l'organisation que j'avais bâtie de A à Z serait entièrement engloutie par une fausse fondation. Ouvrant le tiroir inférieur de mon lourd bureau en chêne, j'ai sorti 3 épaisses enveloppes en papier craft. Dans la première, j'ai glissé un projet de lettre de démission conditionnelle. La deuxième contenait la chronologie complète des transactions que Jasmine et moi avions construites pour le conseil d'administration. La 3e enveloppe contenait le contrat d'État non signé. J'ai rangé les 3 en toute sécurité dans la poche intérieure de mon sac fourre-tout en cuir. Ce n'étaient pas des armes conçues pour une dispute familiale, mais plutôt une police d'assurance discrète. Je ne les sortirais que si la mariée tentait réellement de détourner l'organisation caritative devant nos principaux donateurs. Ma mère est arrivée à ma porte d'entrée ce même soir, montant sur le porche de ma maison de ville pour la toute première fois. Après mon refus de signer la lettre de la fondation, Lorraine avait cherché dans les registres de propriété du comté sous mon nom et avait envoyé l'adresse à Debra. Tant pis pour l'intimité que j'avais passé 6 mois à protéger. Debra regarda la façade en briques solides et les nouveaux numéros en laiton boulonné à côté de la boîte aux lettres, et sa bouche resta légèrement ouverte de surprise sincère. En entrant dans le petit salon, la femme toucha le dossier de mon nouveau canapé comme s'il s'agissait d'un bien volé. La matriarche de la famille Mercé m'a immédiatement accusé de trahison, exigeant de savoir comment j'avais pu acheter un bien immobilier sans la consulter. Je lui ai calmement rappelé qu'une femme adulte n'avait pas besoin de la permission maternelle pour établir une adresse permanente. Son visage se crispa, et elle pivota instantanément vers son objectif principal. Elle m'ordonna de signer les documents de la fondation et de céder le titre de cofondatrice pour maintenir la paix. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai refusé. Les tactiques de pression ont changé le lendemain matin.
Mon téléphone a sonné alors que je versais une tasse de café noir. Olivia, l'organisatrice du mariage, parlait d'un ton pressé et excessivement enjoué. La femme a appelé pour confirmer explicitement mon siège demandé près des portes de la restauration. Ma prise se resserra sur la tasse en céramique chaude. Quelqu'un avait clairement raconté un mensonge à l'organisatrice sur mes préférences de placement, et le corriger par un appel verbal ne laisserait aucune preuve solide. J'ai gardé ma voix parfaitement égale, j'ai remercié la professionnelle pour sa diligence, et je lui ai demandé de m'envoyer par courriel le plan de table finalisé avec les notes de révision exactes ci-jointes. Cette simple demande a sécurisé une autre pièce vitale de la piste papier. Le dîner de répétition a eu lieu ce vendredi soir dans une salle à manger de country club louée. Pendant que les garçons d'honneur répétaient leurs discours, je me tenais près du mur du fond et regardais un technicien audiovisuel tester l'équipement de projection. L'immense écran blanc s'est soudainement allumé. Des photographies haute définition de Monica et de ses 2 jeunes enfants ont traversé le mur, surimposé d'un énorme filigrane pour la fondation de la famille Mercé. Une vague de nausées froides m'a envahi. Je savais exactement ce que dictaient nos formulaires de consentement légal, et ils interdisaient absolument l'utilisation d'images de clients vulnérables pour une image de marque personnelle ou des fonds privés non approuvés. Marchant droit vers la console audio, j'ai ordonné au technicien de couper le flux jusqu'à ce que les droits d'utilisation soient vérifiés. Lorraine a traversé la pièce en courant, ses talons claquant bruyamment contre le parquet. Un doigt manucuré s'est pointé vers ma poitrine alors que la mariée m'accusait bruyamment d'être jalouse de son succès. Elle a promis que la vidéo serait diffusée pendant la réception, indépendamment de mes plaintes. Nadia m'a retrouvée dans le parking du country club après. L'air frais de la nuit portait l'odeur âcre de l'herbe fraîchement coupée et des gaz d'échappement coûteux. Notre présidente du conseil d'administration s'est appuyée contre le côté de sa berline et a doucement suggéré que je reste simplement à la maison le samedi. Manquer le mariage me protégerait de tout piège public que ma sœur préparait, mais rester à l'écart signifiait abandonner les familles vulnérables qui pensaient sincèrement assister à un dîner d'appréciation caritatif. De plus, si je disparaissais, la mariée utiliserait mon absence comme preuve silencieuse que sa nouvelle fondation était légitime et entièrement approuvée. J'ai dit à Nadia que j'y assisterais. Je n'allais pas me présenter comme une parente désespérée mendiant une chaise, mais plutôt comme une directrice protégeant sa communauté. La dernière pièce du puzzle est arrivée le matin du mariage. Mon ordinateur portable a sonné avec un nouveau message d'Olivia. J'ai ouvert le document joint et j'ai scanné la vaste panoplie de tables circulaires remplissant la salle de bal du conservatoire Hawthorne. Mon nom était complètement absent de l'étage principal. J'ai fait défiler jusqu'au bas de la page, trouvant une petite annexe destinée uniquement au personnel de restauration. Imprimée juste à côté de mon nom se trouvait une note directe de la mariée. Il était indiqué que j'avais seulement accès à la cuisine, et que je ne devais pas bouger sans l'approbation de la mariée. La lumière du soleil du dimanche matin traversait durement les stores de mon salon, et l'horloge numérique sur mon bureau indiquait exactement 8 heures lorsque la réunion d'urgence du conseil d'administration a commencé. 9 petites vignettes vidéo ont peuplé l'écran de mon ordinateur portable. Nadia regardait directement sa caméra, semblant parfaitement reposée malgré les événements chaotiques de la nuit précédente. Notre présidente du conseil a officiellement lancé la session d'urgence sans offrir de salutations polies. Elle a déclaré un gel immédiat à l'échelle du système de tous les actifs, répertoires de données et dossiers de confidentialité de l'organisation. La résolution radicale a suspendu Lorraine de tout accès administratif, a révoqué officiellement sa carte de dépenses d'entreprise, et a bloqué chaque code de dépenses non approuvé en attente d'un examen indépendant. Un nouveau flux vidéo est apparu dans la grille quelques secondes plus tard. Ma sœur était assise dans son salon conjugal, portant encore du mascara bavé et les lourdes boucles d'oreilles en diamant de la cérémonie. Lorraine n'a pas perdu un seul souffle pour une excuse ou une explication. La mariée a regardé directement dans l'objectif et a livré un monologue larmoyant et répété. Elle m'a accusé de nourrir un profond ressentiment envers son bonheur, prétendant que j'avais délibérément manipulé des clients vulnérables pour organiser une protestation et ruiner son mariage. Sa voix s'est brisée parfaitement alors qu'elle exigeait ma révocation immédiate en tant que directrice exécutive.
Nadia n'a pas argumenté, ni élevé la voix pour défendre mon caractère. La présidente du conseil a simplement ajusté ses lunettes, a partagé son écran avec le groupe, et a lancé la lecture d'un fichier vidéo compilé. La séquence rassemblait des clips du photographe officiel du mariage ainsi que des enregistrements de téléphones portables de 3 invités indépendants. L'audio du couloir vitré était clairement audible à travers les haut-parleurs de mon ordinateur portable. Ma propre voix enregistrée demandait fermement aux participants qui partaient de respecter la vie privée des clients et de ranger leurs appareils photo. Un deuxième clip montrait Monica parlant fort près de la sortie, déclarant clairement qu'elle n'avait reçu aucun avertissement préalable concernant le placement en cuisine ou le départ massif. Les membres du conseil ont regardé la preuve irréfutable en silence complet. Lorsque la dernière vidéo s'est terminée, Nadia a calmement déclaré que les preuves visuelles réfutaient complètement toute théorie d'une protestation malveillante et mise en scène. Cet échec définitif n'a fait que rendre Lorraine plus agressive. La jeune femme a brandi un morceau de papier devant sa webcam, affichant fièrement la lettre de vérification portant la signature fraîchement ancrée de Debra. Je n'ai pas élevé la voix ni réagi à la contrefaçon évidente qui se déroulait à l'écran. Au lieu de cela, j'ai ouvert une fenêtre séparée et j'ai téléchargé nos documents officiels d'incorporation, les procès-verbaux de la toute première réunion du Conseil, et 12 ans d'historique détaillé des subventions dans la boîte de discussion partagée. Aucun de ces dossiers légaux ne contenait le nom de ma sœur. De plus, Jasmine avait déjà extrait les métadonnées cachées du fichier exact que Lorraine tenait. Les propriétés numériques prouvaient que le document avait été créé à peine 10 jours auparavant, invalidant entièrement sa présentation comme un document historique de l'entreprise. La vignette de Debra s'est allumée alors que le système enregistrait un bruit de fond provenant de son microphone. Maman s'est agitée inconfortablement sur sa chaise de salle à manger, refusant obstinément de croiser mon regard sur le moniteur. Lorsque Nadia lui a directement demandé si elle avait réellement lu le texte légal avant de signer, la femme plus âgée a complètement esquivé la question. Ma mère a insisté sur la défensive que tout le monde en ville savait que Lorraine avait aidé à construire le centre, présentant sa signature comme un acte de loyauté familiale plutôt que de parjure légale. J'ai regardé la femme qui m'a élevée essayer désespérément de réécrire l'histoire, juste pour protéger son enfant préféré des conséquences de la fraude. Une histoire de famille n'est pas un document d'entreprise, ai-je dit, en gardant mon ton entièrement neutre alors que je coupais mon microphone. La salle d'attente numérique a sonné doucement. Nadia a admis Olivia dans l'appel sécurisé. L'organisatrice de mariage est apparue aux côtés d'un avocat à l'air sévère, et elle semblait absolument épuisée, dépourvue de toute la confiance polie du dîner de répétition. Olivia a immédiatement expliqué sa conviction sincère que le forfait de restauration était une réception de donateurs entièrement approuvée. Pour prouver son innocence absolue, son avocat a formellement demandé les autorisations de partage d'écran au conseil. Un fil de courriel est apparu devant tout le comité exécutif. C'était un message direct envoyé de Lorraine à l'organisatrice de l'événement, 2 mois auparavant. Le texte décrivait une stratégie financière très spécifique. Divise les factures et facture tout ce qui est visible pour les inviter à la sensibilisation, disait le message. Alison ne vérifiera pas le trimestre avant la fin du mariage. Je me suis adossée à ma chaise de bureau et j'ai expiré lentement. Olivia était complètement innocente, et sa défense désespérée venait de fournir l'arme exacte dont nous avions besoin pour prouver une intention délibérée et calculée. Le conseiller juridique du conseil s'est penché vers son microphone, son expression complètement plate. Il a demandé à Olivia si elle possédait actuellement les contrats originaux non modifiés du lieu. Olivia a hoché rapidement la tête, ses lourdes boucles d'oreilles se balançant avec le mouvement. Oui, et la carte de l'organisation à but non lucratif a payé le premier acompte. L'organisatrice a cliqué sur un bouton, affichant un document financier numérisé sur l'écran partagé. Je fixai les chiffres en gras imprimés à côté de la ligne de l'acompte initial. Le montant était stupéfiant en soi, suffisant pour financer notre refuge d'urgence pendant un mois entier. Pourtant, mon estomac se serra alors qu'une prise de conscience mathématique terrifiante s'installait en moi. Ce dépôt massif ne représentait qu'un des 11 contrats distincts que nous avions trouvés éparpillés sur le serveur.
Au cours des 6 semaines suivantes, les auditeurs indépendants ont reconstitué chaque contrat de paiement, chaque communication avec les fournisseurs, liés au mariage. J'ai formellement renoncé à mon autorité d'approbation financière afin que personne ne puisse prétendre que l'enquête était personnelle. Le rapport final a identifié 48 600 $ de dépenses de mariage personnel et d'engagement non autorisés. Lorraine avait divisé les charges sur 11 factures, gardant chacune en dessous du seuil de 5 000 $ qui nécessitait une double approbation. Le schéma éliminait toute possibilité qu'il s'agisse d'une erreur comptable innocente. Ma sœur a réagi à la divulgation publique imminente par une campagne médiatique désespérée de la terre brûlée. Elle s'est lancée sur les réseaux sociaux avec une énergie maniaque, filmant des vidéos tremblantes où elle affirmait que le mariage n'était qu'un partenariat innovant entre une collecte de fonds et un événement privé. Elle se présentait comme la victime d'une sœur aînée jalouse et autoritaire qui la punissait d'être la plus populaire. J'ai refusé de m'engager. Je n'ai pas posté une seule réfutation ni clarifié ma position dans la section des commentaires. Au lieu de cela, j'ai travaillé avec notre responsable de la communication pour publier une brève déclaration officielle confirmant que l'organisation menait une enquête interne complète et que la protection de la vie privée de nos clients vulnérables restait notre priorité absolue. Le véritable poids de la tromperie ne m'a frappé que lorsque Jasmine a sorti les formulaires de consentement interne. Nous étions assises dans la salle des serveurs, le bourdonnement des ventilateurs de refroidissement formant un drone constant contre le silence. Jasmine a recoupé chaque photographie haute résolution des albums de mariage avec nos accords d'utilisation signés. Cette famille distincte nous avait accordé la permission d'utiliser leurs histoires dans des rapports annuels internes ou des présentations privées pour les donateurs, mais absolument aucune d'entre elles n'avait autorisé l'utilisation de leur visage pour la marque de la fondation de la famille Mercé. Pire encore, les fichiers numériques montraient que plusieurs photographies de jeunes enfants avaient été grossièrement modifiées avec des slogans textuels ajoutés, transformant leur lutte personnelle en copie marketing pour le projet vaniteux de ma sœur. J'ai personnellement rencontré Monica dans un coin tranquille de notre salle commune avant que les résultats de l'audit ne deviennent publics. Je me suis excusée jusqu'à ce que ma gorge soit à vif, expliquant que mes propres défaillances systémiques avaient permis que cette violation se produise. Monica ne m'a pas regardée avec pitié ou colère. Elle a simplement touché mon bras et a dit que la vérité devait être dite, quel que soit l'inconfort, afin que personne d'autre ne soit jamais exploité par la même personne. La situation a dégénéré en quelque chose de bien plus sombre lorsque Renée, une autre mère de notre programme de logement à long terme, est arrivée à mon bureau un mardi pluvieux. Elle tenait une capture d'écran imprimée de la galerie de mariage de ma sœur. Son visage était rouge et ses mains tremblaient alors qu'elle pointait vers un grand écran en arrière-plan des photos de mariage. Un portrait haute résolution de sa fille, un enfant qui n'avait jamais consenti à une exposition publique, était affiché juste à côté d'un logo géant de la fondation de la famille Mercé. J'ai rapidement vérifié notre base de données, sachant très bien que Renée n'avait jamais signé de formulaire de consentement. La photographie avait été extraite directement de notre logiciel interne privé de gestion de cas. Mon estomac n'a pas seulement chuté, il a semblé avoir disparu. Cette photo n'a jamais été publique, murmura Renée, ses yeux cherchant dans les miens une explication que je ne pouvais pas fournir. Jasmine a immédiatement lancé une trace médico-légale sur les journaux d'accès à l'image pour voir comment le fichier avait quitté notre serveur sécurisé. Je planais derrière sa chaise, regardant le curseur clignoter sur le moniteur alors que le système récupérait l'historique d'utilisation. Le résultat était une impossibilité glaçante. La photographie avait été consultée en utilisant les identifiants administratifs sécurisés à authentification unique de Lorraine. Cependant, les métadonnées réseau accompagnant la requête confirmaient qu'elle provenait d'une adresse IP domestique distante, complètement déconnectée du serveur principal du bureau. La dernière pièce de la trace médico-légale est apparue à l'écran, montrant l'heure exacte à laquelle le fichier a été transféré sur un périphérique de stockage externe. C'était un mercredi soir, pendant le week-end du dîner de répétition. Je me suis penchée, mon cœur battant contre mes côtes alors que je lisais les données de localisation. Lorraine se tenait sur la terrasse du country club à ce moment précis, occupée à saluer les invités du mariage et à répéter ses vœux. Elle n'aurait jamais pu être la personne assise devant un ordinateur, se connectant à notre logiciel sécurisé et extrayant un fichier client privé pour l'envoyer à son propre courriel personnel.
J'ai regardé le journal d'accès une dernière fois, observant l'horodatage numérique clignoter. La session s'était produite sur un ordinateur portable spécifiquement enregistré dans le pool du personnel, la machine exacte que j'avais vue posée sur la table de la salle à manger de notre mère, 3 jours plus tôt. J'ai senti une prise de conscience froide et déchiquetée me transpercer, plus aiguë que tout ce que j'avais vécu dans la salle de bal. Les identifiants appartenaient à ma sœur, mais les mains physiques qui avaient manipulé le logiciel sécurisé pour voler l'image de cet enfant appartenaient à quelqu'un d'autre. René attendait une réponse, son regard fixé sur la photo volée de sa fille. Je ne pouvais pas encore lui donner la vérité, pas quand les implications étaient si destructrices. Je lui ai promis que nous irions au fond de la faille de sécurité immédiatement. Alors qu'elle sortait de mon bureau, j'ai verrouillé la porte et j'ai fixé la chaise vide où ma sœur avait l'habitude de s'asseoir, comprenant pleinement que je ne combattais plus seulement une détourneuse de fonds. J'étais face à un adversaire entièrement différent, et beaucoup plus dangereux, qui s'était caché à la vue de tous depuis le début. Je suis resté longtemps à regarder l'écran, observant le curseur clignoter dans l'espace vide où la réponse aurait dû se trouver. Jasmine avait déjà confirmé que Havenhouse n'avait jamais créé de compte administratif pour notre mère, ni accordé à la femme plus âgée un accès autorisé à notre réseau client sécurisé. Je me suis dirigé vers le placard à fournitures et j'ai sorti le registre d'audit physique des ordinateurs portables du personnel. L'entrée pour cette machine spécifique montrait qu'elle avait été empruntée par Lorraine pour tout le week-end du mariage. J'ai vérifié mon téléphone. Un fichier de sauvegarde caché, que Lorraine avait synchronisé avec notre réseau sous le couvert d'un projet organisationnel, contenait une série de messages textes supprimés. J'ai fait défiler jusqu'à ce que je trouve l'échange envoyé le mercredi soir du dîner de répétition. Lorraine avait écrit à maman, lui disant que l'ordinateur portable était déverrouillé et posé sur la table de la salle à manger. Ma sœur lui a explicitement demandé de naviguer dans le dossier sécurisé, examen des histoires de clients, de localiser la fille de René, et de transférer immédiatement le fichier. Debra avait simplement obtempéré, utilisant son courriel personnel pour transmettre la propriété volée. Quand j'ai finalement confronté la femme qui m'a élevée, dans le calme de sa maison, elle a minimisé la gravité du vol. Elle a prétendu qu'elle cherchait seulement une « belle photo » pour le diaporama de mariage de Lorraine, comme si cela effaçait la violation. Elle a insisté sur le fait que Havenhouse était un « actif familial », ce à quoi j'ai répondu que l'organisation appartenait à la communauté que nous servions, pas à nous. La pièce suivante de l'audit a révélé l'origine de la fausse documentation. Jasmine a découvert que la lettre de vérification falsifiée, celle que Lorraine avait essayé d'utiliser pour revendiquer le statut de cofondatrice, avait été créée sur l'ordinateur personnel de Debra, 10 jours avant la cérémonie. Maman avait signé le document sans jamais consulter le conseil ni vérifier les affirmations. Elle m'a dit qu'elle voulait seulement que ses 2 filles soient traitées comme des égales, mais je lui ai dit que l'égalité ne lui donnait pas le droit de voler mon histoire professionnelle pour l'offrir à quelqu'un d'autre. La preuve la plus accablante fut la restauration de notre serveur de sauvegarde interne, qui a récupéré le contexte complet des messages que Debra avait tenté de cacher. La fenêtre d'aperçu montrait la matriarche écrivant une directive à Lorraine de me déplacer quelque part hors de vue, pour la réception, spécifiquement parce que la nuit était censée être consacrée à la mariée. Lorraine avait répondu que l'accès à la cuisine serait le moyen parfait de me rappeler ma place dans la hiérarchie familiale. Ce n'était pas un acte de méchanceté aléatoire. C'était une expulsion préméditée. Je me suis tournée vers la famille Warren. Les parents de Caleb m'ont contacté tard cette semaine-là, me transmettant le dossier de parrainage confidentiel que Lorraine leur avait envoyé seulement 48 heures avant la cérémonie. Les documents étaient marqués d'une note sinistre, leur demandant de ne pas parler du projet à Caleb car il était destiné à être une « grande surprise » pour le marié. Ils n'avaient pas encore transféré de fonds, mais ils avaient été efficacement dupés par un dossier contenant ma signature numérique, que Lorraine avait clairement copié d'anciens dossiers du personnel. Le marié, en réalisant que sa promise avait utilisé le nom de sa famille pour fabriquer une fondation qui n'existait pas, a finalement commencé à voir le schéma de manipulation qu'il avait ignoré pendant si longtemps. Caleb a amené son avocat à la confrontation finale avec Lorraine. Il a posé à la mariée une seule question perçante, exigeant de savoir si je lui avais déjà donné la permission de représenter mon travail à ses parents.
Lorraine n'a pas répondu directement, choisissant plutôt de revenir à son scénario habituel sur la façon dont j'étais une sœur aînée contrôlante qui ne supportait pas son bonheur. Caleb n'est pas tombé dans le piège cette fois. Il a longuement et fermement regardé sa nouvelle femme, est sorti de leur maison commune, et a clairement fait savoir qu'il ne protégerait pas la façade d'un mariage entièrement construit sur la fraude financière. Debra est revenue à ma maison de ville une dernière fois, bien qu'elle n'ait plus aucun droit de franchir la porte. La femme m'a supplié de classer l'audit comme un simple malentendu administratif, désespéré d'éviter l'examen des régulateurs des organismes de bienfaisance de l'État. Je lui ai dit que je m'assurerais qu'elle ait un endroit où vivre et des soins appropriés en vieillissant, mais que je ne mentirais pas pour protéger Lorraine. Je ne couvrirai pas ses dettes, et je ne resterai pas silencieuse. Une notification sur mon ordinateur portable m'a tiré de mes souvenirs. C'était un appel urgent de notre conseiller juridique. L'agence de régulation de l'État avait officiellement demandé notre rapport complet, et Lorraine exigeait maintenant une session de médiation formelle avant que le dossier ne soit remis au procureur. L'avocat de ma sœur prétendait qu'elle voulait résoudre l'affaire discrètement, mais la condition pour la réunion était ma présence personnelle. Elle croyait toujours que je la sauverais. Elle pensait que le souvenir de la promesse que j'avais faite après le décès de notre père suffirait à me forcer la main. Mais elle avait fondamentalement mal compris la nature de cet engagement. J'aurais protégé un enfant, mais je ne protégerais pas un adulte des conséquences de ses propres choix. J'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers la porte, enfin prête à clore le dernier chapitre de la vie que je n'avais jamais vraiment possédée. La salle de médiation du cabinet d'avocats du centre-ville ne ressemblait en rien à l'atmosphère chaotique et surchauffée de la salle de bal du mariage. L'air était frais, stérile, et sentait légèrement la cire coûteuse pour le sol. Lorraine était assise de l'autre côté d'une longue table en acajou, les yeux rouges et gonflés, bien qu'elle maintienne une posture de fragilité soigneusement orchestrée. Son avocat était assis à sa droite, un homme en costume gris avec une expression encore plus grave, tandis que Nadia et notre propre conseil occupaient les chaises à côté de moi. Ma sœur tendit la main sur la table, ses mains tremblantes alors qu'elle poussait une seule feuille de papier vers moi. C'était une offre. Lorraine promettait de rembourser une partie des fonds volés si je signais une déclaration affirmant que tout l'incident était une série d'erreurs administratives, et si je retirais formellement nos plaintes relatives aux données auprès de l'Office de régulation. Nous pouvons simplement passer à autre chose, Allison, murmura Lorraine, sa voix se brisant avec le tremblement répété qu'elle utilisait pour que je la sorte du pétrin quand elle était adolescente. Pense à ce que le scandale fera à Avenhaus si cela devient une affaire criminelle. Tu as toujours été celle qui protège cette famille. Ne la détruis pas maintenant. Je n'ai pas pris le papier. J'ai regardé la femme qui avait été autrefois ma plus proche compagne, observant la façon dont elle passait d'une victime en larmes à une adversaire acérée et menaçante en l'espace d'un battement de cœur. Quand elle réalisa que ses larmes ne parvenaient pas à m'émouvoir, sa mâchoire se serra. La façade tomba, révélant la fin froide et calculatrice que j'avais ignorée pendant des années. Elle siffla que je jetais tout ce qu'elle avait construit, menaçant que la couverture médiatique qui s'ensuivrait réduirait notre organisation en cendres. J'ai fait un geste à mon avocat, qui s'est levé et a placé un épais classeur organisé au centre de la table. Il n'a pas élevé la voix, ni offert de commentaires émotionnels. Il a simplement commencé à présenter les preuves, pièce par pièce. Il les a guidés à travers le courriel incriminant où Lorraine ordonnait explicitement au personnel de facturer les dépenses visibles pour les inviter à la sensibilisation, les journaux d'accès médico-légaux montrant ses identifiants volés, les contrats originaux, et les dossiers de parrainage contenant la signature falsifiée qu'elle avait créée pour tromper la famille Warren. Lorraine a tenté de détourner chaque accusation, essayant de rejeter la faute sur Olivia, l'organisatrice du mariage, et sur notre mère. Mais l'équipe juridique d'Olivia avait déjà soumis une chronologie sous serment prouvant que ma sœur avait été la seule architecte de chaque commande trompeuse. Debra avait signé les documents falsifiés, mais les preuves matérielles montraient que la femme plus âgée avait agi comme un instrument aveugle pour les ambitions de sa fille cadette, et non comme le cerveau de l'opération. Le processus a duré plusieurs mois épuisants de dépositions, de dépôts légaux et de négociations tendues. Il n'y avait pas de caméra, pas de départ dramatique, et pas de moment singulier de catharsis. Il y avait seulement le lent et laborieux mécanisme de la justice.
Au moment où le règlement final a été conclu, l'automne froid s'était estompé pour laisser place à un printemps gris et humide. Lorraine a accepté un plan de restitution complet, remboursant la totalité des fonds détournés ou mal alloués, couvrant les frais de l'audit indépendant, et retirant de façon permanente toutes les photographies non autorisées de ses plateformes personnelles et professionnelles. Elle a plaidé coupable à un chef d'accusation principal de tromperie financière, ce qui a entraîné 3 ans de probation supervisée, 300 heures de travaux d'intérêt général obligatoires, et une interdiction à long terme d'occuper tout rôle de surveillance financière dans une organisation caritative. Les retombées sociales furent tout aussi absolues que les conséquences juridiques. Lorraine fut renvoyée de son poste. La fondation de la famille Mercier n'a jamais été officiellement lancée, et ses relations professionnelles se sont effritées une fois que la réalité de ses actions est devenue publique. Caleb, après avoir demandé de nombreux conseils à son propre avocat, a décidé de poursuivre un divorce standard plutôt que de demander une annulation. Le processus ne fut ni rapide ni indolore, même sans enfants mineurs ou biens immobiliers partagés importants, mais il a finalement rompu le dernier fil de l'union bâtie sur des mensonges. Debra a perdu son poste honoraire au conseil d'administration. Sous la pression de l'audit, la femme plus âgée a été contrainte de publier une rétractation publique concernant la fausse affirmation selon laquelle Lorraine avait été cofondatrice de notre organisation. La dernière rencontre a eu lieu un mardi, alors que l'air commençait enfin à se réchauffer. Alors que nous sortions du bâtiment stérile, Lorraine m'a bloqué le passage près des ascenseurs du hall. La femme paraissait petite, dépouillée de l'influence et de l'image soignée qu'elle avait mis des années à construire. « Tu m'as tout pris », cracha-t-elle, ses yeux brillants d'une dernière colère futile. Je la regardai, non pas avec haine, mais avec une clarté que je n'avais jamais possédée auparavant. « Non, Lorraine. J'ai simplement arrêté de me tenir entre toi et ce que tu as fait. » Elle me dévisagea, cherchant une fissure dans ma résolution, un signe que je tendrais la main pour lui offrir une dernière échappatoire. « Qui va m'aider maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix oscillant quelque part entre une exigence et une supplication. « La même personne qui aurait dû apprendre à t'aider il y a des années, » dis-je, en me tournant vers la lumière du soleil qui filtrait à travers les fenêtres du hall. « Toi !» Je suis sortie du bâtiment de bureau et suis allée sur le trottoir. Mon téléphone a sonné avec une nouvelle notification de message. C'était un nouveau message du département d'État. L'offre initiale de directrice régionale avait expiré des mois plus tôt, mais après la clôture de l'enquête, il m'avait invité à postuler pour un poste de conseillère à temps partiel nouvellement créé. Au même moment, mon téléphone a vibré avec un deuxième appel. Nadia demandait si je serais prête à rester en tant que directrice exécutive permanente pour superviser la phase finale de la restructuration de Havenhaus. Pour la toute première fois de ma vie d'adulte, je me tenais sur le trottoir et ne pensais pas à ce que ma mère attendait, à ce que les donateurs exigeaient, ou à ce que Lorraine demanderait. Je pensais seulement à la vie que je voulais réellement construire. Le poids des enveloppes vides dans mon sac avait disparu depuis longtemps, remplacé par la simple et tranquille gravité de mes propres choix. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai laissé l'air de la ville remplir mes poumons, et j'ai décidé que, pour une fois, ce serait moi qui écrirais l'histoire. Nadia et moi étions assises dans mon petit bureau, 3 jours après la résolution juridique. L'air semblait enfin débarrassé de la tension suffocante qui avait défini l'année écoulée. Je n'ai pas accepté immédiatement le poste de directrice exécutive permanente. Au lieu de cela, j'ai exposé un ensemble de conditions rigoureuses qui allaient bien au-delà de la simple surveillance financière. J'ai exigé que notre conseil établisse une indépendance complète, interdisant strictement à tout membre de la famille ou à tout poste honoraire de détenir des sièges de vote automatique. J'ai exigé une double autorisation transparente et obligatoire pour chaque dépense, quel que soit le montant. De plus, j'ai insisté sur des audits d'accès trimestriels par des tiers et la création de 3 sièges permanents au conseil, exclusivement réservés à des représentants choisis par les bénéficiaires de notre programme. Nadia a écouté chaque exigence avec une expression grave, puis a lentement hoché la tête. Le conseil a voté pour accepter chacune de mes stipulations. Ils ont compris que la seule façon de sauver l'organisation était de se défaire de l'héritage du contrôle de la famille Mercier. J'ai formellement décliné le titre honorifique de la famille Mercier, insistant pour que l'organisation caritative reste simplement Havenhaus.
Elle appartenait aux personnes qui comptaient sur elle, pas au nom sur la porte d'entrée. J'ai finalement accepté un rôle de consultante à temps partiel auprès du département d'État, ce qui m'a permis de garder une distance professionnelle tout en continuant à guider le processus de restructuration de Havenhouse. Mon cabinet de conseil indépendant a acquis un flux de clients modestes mais réguliers, me donnant la sécurité financière de savoir que mon identité n'était plus liée à une seule institution ou à un seul foyer. J'avais enfin construit une vie où aucune personne ne pouvait me priver de mon autonomie. Ma mère a déménagé dans une communauté de vie pour personnes âgées gérée, située à la périphérie nord de la ville. Le nouvel appartement était petit, propre, et fournissait les soins spécialisés dont elle avait besoin. Je lui rendais visite un dimanche après-midi sur 2, en gardant nos interactions polies et contenues dans les limites d'une heure programmée. Nous ne discutions pas du passé, et je refusais d'entretenir toute tentative de recadrer son rôle dans la tromperie de Lorraine. Quand elle soupirait parfois en mentionnant combien les choses d'avant lui manquaient, je me levais simplement, lui offrais un au revoir doux, et je partais. Je n'avais plus besoin d'excuses parfaites pour justifier le maintien de mes limites. Lorraine a continué ses heures de travaux d'intérêt général obligatoires dans un bureau administratif municipal qui n'avait aucun lien avec nos réseaux financiers. La femme vivait dans un studio exigu en centre-ville et avait depuis longtemps cessé les manifestations publiques de vanité. Je ne suivais pas ses déplacements, ni ne prenais de plaisir à sa situation réduite. Quand elle a une fois essayé de m'envoyer par texto une photo d'une facture de service public en retard, en me demandant si je la couvrirais, je n'ai pas répondu. J'ai transmis le message à mon avocat et j'ai bloqué la chaîne de contact, établissant fermement que je n'étais plus la gardienne de ses erreurs. Nous sommes maintenant en juin, 8 mois après cette nuit humide dans le conservatoire, et la chaleur du début de l'été s'est enfin installée sur Columbus. Ce soir, Havenhouse organise son dîner communautaire annuel. Nous n'avons pas loué un lieu prétentieux au mur de verre cette fois-ci. Nous avons simplement poussé tous les meubles lourds sur les bords de notre propre hall principal. L'espace est rempli des sons honnêtes des rires, du cliquetis des couverts, et de l'odeur des plats faits maison. Monica, Jasmine et Nadia sont toutes là, se déplaçant dans la foule avec une aisance qui suggère qu'elles sentent enfin que l'organisation leur appartient. Chaque image que nous affichons ce soir a été validée par un processus de consentement transparent et documenté. Il n'y a pas de filigrane de fondations privées ou de slogans égocentriques, juste les visages souriants de personnes qui ont enfin un endroit sur où dormir. Chacun a apporté un plat différent à partager, et les longues rangées de tables sont dépareillées, robustes, et entièrement fonctionnelles. J'aperçois une petite chaise vide, située près du bout d'une longue table, juste entre René et Jasmine. Il serait facile de s'approcher et de s'y asseoir. J'aide à faire passer un lourd plat de légumes rôtis le long de la ligne, mes mains stables et ma respiration lente. Je ne m'assois pas à une place d'honneur en bout de table. Je me glisse simplement dans la chaise libre, écoutant les gens autour de moi partager les histoires de leurs récents succès. Monica se penche, posant sa fourchette alors qu'elle regarde la salle comble. Elle me rappelle la nuit au conservatoire et me demande si je savais depuis le début que les invités me suivraient dehors. Je regarde la mère de visage, réalisant que pour la première fois de ma vie, je ne mène pas une protestation, je ne gère pas une crise, et je ne répare pas un récit familial brisé. Je ne savais pas, lui dis-je, et c'est la vérité absolue. Si personne ne s'était levé, je serais quand même sortie seule. Je serais retournée à ma maison de ville, et j'aurais déposé les documents de l'audit le lendemain matin de toute façon. La salle est bruyante, vibrante, et vivante des liens authentiques que nous avons passé des années à essayer de tisser. Lorraine m'avait envoyée à la cuisine parce qu'elle pensait que c'était là où les femmes invisibles appartenaient, un endroit qu'elle jugeait indigne de son conte de fées fabriquées. Elle avait raison sur une chose, cependant. Les cuisines étaient l'endroit où les familles se faisaient réellement, construites sur le travail lent et délibéré de se nourrir les uns les autres. Ma sœur n'avait simplement jamais eu la capacité de comprendre qui avait le droit d'en appeler une, chez soi. Je prends une bouchée de la nourriture dans mon assiette, sentant la chaleur authentique de la pièce s'installer dans mes os. Je suis enfin assise, exactement là où est ma place. Vous méritez de réaliser que protéger votre paix n'est pas un acte d'égoïsme, mais une condition nécessaire à votre propre survie.
Tout au long de ce parcours, la leçon la plus importante que vous devez retenir est que vous ne pouvez pas réparer quelqu'un qui profite du chaos même qu'il crée. Peu importe combien vous sacrifiez ou combien de temps vous attendez qu'il change. Vous avez peut-être passé des années à croire que votre valeur était liée à votre capacité à absorber les conséquences des erreurs des autres, mais cette dynamique ne sert qu'à drainer votre esprit jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à vous donner. Lorsque vous décidez enfin de vous éloigner d'un système toxique, vous ne trahissez pas ceux qui dépendaient de votre silence. Vous reprenez l'autorité de définir votre propre valeur, en dehors de leur projection. La vraie famille ne se mesure jamais à une place à une table où vous êtes traité comme invisible ou jetable. Au lieu de cela, elle se trouve dans la communauté que vous construisez avec ceux qui respectent vos limites, célèbrent vos réussites, et se tiennent à vos côtés parce qu'ils apprécient vraiment votre présence, plutôt que ce qu'ils peuvent extraire de vous. Votre histoire et votre travail acharné n'appartiennent qu'à vous, et vous n'êtes jamais obligé de les céder juste pour maintenir la paix pour des gens qui ne rêveraient jamais de faire la même chose pour vous. Il est tout à fait possible de traverser le feu de la trahison et d'en sortir de l'autre côté avec une vie qui est authentiquement la vôtre, bâtie sur une fondation d'intégrité, de respect de soi, et de limites claires et incassables. Vous choisir n'est pas une trahison du passé, c'est le premier pas vers un avenir où vous n'êtes plus un personnage secondaire dans une histoire écrite par quelqu'un d'autre. Maintenant que vous avez vu comment une personne peut réussir à démanteler toute une vie de manipulation en refusant simplement de jouer le rôle qui lui a été assigné, je veux que vous réfléchissiez à votre propre vie. Êtes-vous déjà resté dans une situation plus longtemps que vous n'auriez dû, parce que vous vous sentiez responsable de maintenir la paix? Et si oui, quelle est la seule limite que vous êtes enfin prêt à fixer aujourd'hui pour protéger votre propre bien-être?